Vraiment d'améliorer un petit peu leur autonomie, comme disait M. Busquet, avec sur ces effectifs donc, qui concernent à peu près une cinquantaine d'adhérents, on avait à peu près, allez, disons, 40 à 50% des éleveurs qui valorisaient leur production en vente directe. Et donc, bon, l'intérêt pour ces gens-là, c'était vraiment de pouvoir afficher une traçabilité irréprochable sur leurs produits finis, de manière à pouvoir augmenter un petit peu la valeur ajoutée. Et donc, ça n'est pas forcément sur l'emploi des coproduits issus de la transformation qu'ils font une valeur ajoutée, mais c'est parfois et même bien souvent sur la vente du produit fini. Voilà. Une meilleure rotation également des cultures au sol. Oui, également. Effectivement, l'ALPAD, donc, qui était un petit peu à l'origine du projet. Donc, l'ALPAD, c'est l'association landaise pour la promotion de l'agriculture durable. Cette association, depuis 2005, travaillait un petit peu sur ce principe-là d'autonomie et de transformation à la ferme. Ça s'était traduit à cette époque-là par l'acquisition d'une presse au niveau de la climat départementale. Cette presse, au fil des ans, a fonctionné de moins en moins, on va dire, parce que les adhérents limitaient un petit peu leur consommation de tourteaux du fait de l'absence de débouchés pour l'huile végétale. Voilà. Mais effectivement, l'idée de départ, c'était donc d'une part d'augmenter l'indépendance en protéines des éleveurs, et également d'introduire des rotations avec toutes les conséquences que ça induit, à savoir la baisse de l'emploi de phytosanitaires, de fertilisants, la baisse des besoins en eau pour l'irrigation, voilà, et puis l'introduction de rotation dans les surfaces, dans les assolements, pour, en diversifiant, limiter un petit peu tous ces besoins-là. Voilà. Oui, donc la fin de la monoculture, du maïs. La fin de la monoculture, on ne va pas s'attribuer les lauriers de la diversification qui s'opère en ce moment, parce que les OS ont aussi leur part là-dedans, puisque par exemple en tournesol semence, on voit que les surfaces emblavées ont largement augmenté. Mais bon voilà, on y contribue, j'espère. Oui. Oui, mais grâce à vous, l'éleveur évite l'achat de tourteaux de soja, et ce qui lui permet de ne plus dépendre, si j'ose dire, des importations ni des prix de ses aliments. Alors, au niveau de nos adhérents, ouais, effectivement, ils sont autonomes. Bon, il faut mettre un bémol sur l'emploi des tourteaux de tournesol dans la mesure où, comme disait M. Busquet et mes collègues à la tribune, là, c'est une matière qui est quand même moins protéinée, enfin moins riche en protéines qu'un tourteau de soja. C'est plus riche en cellulose, c'est pour ça aussi que de 0 à 5 semaines, on aura plus de mal à employer du tournesol, puisque du coup il est moins digestible. Mais bon voilà, à partir de 5 semaines, on voit chez nos éleveurs de canards, je vous passe pour les éleveurs de bovins et de porcs, mais on voit que l'emploi de tourteaux de tournesol ou de colza est tout à fait possible. Et puis vous travaillez avec la grande distribution, avec votre marque d'huile végétale. On n'y est pas encore, mais on est en train d'essayer de développer ça, effectivement. Et donc l'huile, on va essayer de la valoriser sur la grande distribution. À ce jour, ça représente 3 à 4% de nos débouchés. Mais à notre grande surprise, et bon, enfin voilà, c'est pas pour nous déplaire, au contraire, les marchés prépondérants pour l'huile végétale, c'est le gavage. Voilà, donc c'est la cuisson du maïs, c'est les fabricants à la ferme également, comme M. Busquet. Et à ce jour, sur 250 000 litres produits, il y a plus de 50% qui sont partis pour la cuisson du maïs en gavage. Voilà, et donc il faut savoir que les gens qui emploient notre huile emploient moins d'huile que ce qu'ils employaient jusqu'à maintenant, parce qu'on est sur un pouvoir lubrifiant plus important, puisqu'on est sur une huile pressée à froid qui est moins soumise aux hautes températures, donc qui conserve son pouvoir lubrifiant. Et en même temps, on vient substituer une huile de soja non tracée, à des coûts parfois bien supérieurs. Donc voilà. L'avenir, comment vous la formulez? L'avenir, c'est transformer un petit peu cet essai là, de pouvoir stabiliser nos marchés, et en particulier sur le gavage. C'est développer la gamme alimentaire humaine. Et ensuite, si on arrive à faire augmenter les surfaces sur ces productions-là, on s'y consacrera. S'il y a besoin, on ira chercher d'autres matières. Et je pense en particulier au lin ou au soja. On a des possibilités avec les outils qu'on a acquis, et donc voilà, on s'interdit. Merci Mathieu Lalanne. Est-ce que vous avez des questions avant la conclusion de Jean Kaplan? On est parfait, on est dans les temps. On m'a dit qu'on était là, parfait, dans les temps, impeccable.
Non, d'autres questions? Oui, non, pas? D'accord. Alors, Jean, la conclusion. Qu'ajouter à ce qui a été dit? On sent bien que la recherche s'intéresse vraiment et positivement à ces questions liées à la nutrition et que les éleveurs, quelle que soit la taille de leur exploitation, ont vraiment des réflexions à mener. Alors, mesdames, messieurs, vous devez être étonnés que ce soit, et notamment mes amis qui me connaissent bien, que ce soit Jean Kaplan qui clôture un colloque sur l'alimentation, sur l'amélioration de la qualité de l'alimentation pour des productions agricoles dont 2 signes de qualité. Et pourtant, je vais être le représentant modeste de l'équipe des chercheurs de l'INRA de Castanet-Tolosan, à côté de Toulouse, et aidé par les chercheurs de l'INRA de Benquet. J'ai essayé de traduire ici un document de recherche qui est assez difficile à lire, n'est-ce pas, Johanna Lick, vous qui avez l'habitude de lire ça. On a essayé de le rendre compréhensible plutôt par le grand public et moi-même, même si j'étais en agronomie, je suis un très vieil étudiant. Et il a été validé ce matin par l'équipe de recherche de Toulouse. Et voilà ce qu'ils nous disent. On intitulera ce petit compte rendu sous le titre que l'INRA cherche à réduire le coût alimentaire du canard mulard à foie gras par la baisse de sa consommation résiduelle. Qu'est-ce que c'est? On va essayer de vous donner l'explication. Les nombreux échanges de ce colloque, me semble-t-il, admettent un postulat bien connu depuis longtemps. Le canard mulard possède un indice de consommation très médiocre. En gros, l'indice de consommation, donc, qui indique le nombre de kilos d'aliments nécessaires pour faire 1 kilo de canard. Si je dis une bêtise, Clavé, tu me corriges, mais surtout Johanna Lick, puisque vous avez été destinataire de ce compte rendu avec moi. Cet indice est toujours supérieur à 3,4 en élevage et atteint 5 en phase de gavage. Et même si la sélection et la qualité alimentaire permettent des progrès, nous sommes bien loin des indices de consommation de 1,9 pour le poulet standard ou 2,6 pour le porc. De ce fait, le coût alimentaire du canard mulard représente bien souvent plus de la moitié du prix de vente de l'animal. La marge de l'éleveur étant directement liée au coût de l'alimentation, il serait donc intéressant d'améliorer l'indice de consommation du canard mulard en obtenant de nouvelles souches plus performantes. Mais nous verrons pourquoi ce critère global, indice de consommation, est inadapté pour le canard à foie gras. La baisse du coût alimentaire pour des performances égales, tel est l'objet de la recherche de l'équipe de l'INRA à partir de 2 sites. Le site de Castanet-Tolosan, à côté de Toulouse, à côté du lycée agricole d'Ozeville, avec Laurence Drouillet, Benjamin Bassot et Christelle Marie-Intencelin, de la station d'amélioration génétique des animaux, et le site de Benquet, à côté de Mont-de-Marsan, et à côté de la station Nutricia, avec Marie-Dominique Bernadet et Alexis Cornuet, de l'unité expérimentale sur les palmipèdes à foie gras. Cette recherche est assez complexe car il est bien connu qu'une sélection visant à améliorer l'indice de consommation va certes réduire les quantités d'aliments ingérés, mais augmenter la vitesse de croissance. Or, ce n'est pas le but recherché. L'amélioration de l'efficacité alimentaire ne doit pas ni augmenter la vitesse de croissance, ni modifier le poids, ni modifier l'état d'engraissement de l'animal pendant sa phase de croissance. Donc, le
le seul indice de consommation ne convient pas. C'est la réduction de la consommation résiduelle qui permettra de diminuer les quantités ingérées sans modifier les caractéristiques souhaitées de l'animal, vitesse de croissance, poids et niveau d'engraissement. Mais que signifie consommation résiduelle? Eh bien, c'est la consommation non expliquée par les besoins d'entretien, de croissance et d'engraissement. Cette consommation résiduelle sert à produire de la chaleur, à gérer le stress, se retrouve également dans les rejets et il y a également des choses que l'on n'identifie pas comme si c'était permis et non utilisé. La nature de la recherche est centrée sur une sélection divergente des canards de Barbarie par an, c'est-à-dire des lignées différentes allant des plus performantes aux moins performantes, pour mesurer la consommation résiduelle de leurs descendants mâles mulards en croissance. Il s'agit donc de sélectionner des canards de Barbarie qui donneront une descendance mulard qui aura la consommation résiduelle d'aliments la plus faible possible. La conséquence sera donc d'abaisser l'indice de consommation globale sans toucher aux besoins d'entretien, de croissance et d'engraissement pour ne pas augmenter la vitesse de croissance et ne modifier ni le poids final ni l'état d'engraissement du canard mulard. Pour simplifier à l'extrême, la recherche, d'après ce que j'ai compris, a pour but d'obtenir des lignées de reproducteurs canards de Barbarie qui donneront donc des canards mulards moins gaspilleurs d'aliments. Une sélection de lot est donc effectuée dans chaque lignée de Barbarie et des méthodes scientifiques de mesure sont utilisées ensuite pour déterminer, mesurer chez la descendance mulard tout au long de l'élevage les poids et la quantité de lipides chez ces animaux en croissance. À l'heure actuelle, l'équipe de recherche de l'INRA nous indique que les premiers résultats sont encourageants. Premier constat, la sélection visant à la diminution de la consommation résiduelle des mulards n'influence ni le poids du foie gras ni sa qualité. Deuxième constat, certains lots à consommation résiduelle faible donnent une amélioration du poids du muscle du magret et de la cuisse sans augmenter le poids total de la carcasse. Troisième constat, la sélection des mâles par an permet d'obtenir des lignées de mulards avec des niveaux significativement très différents tant pour la consommation résiduelle que pour les consommations moyennes journalières d'aliments. En conclusion, mesdames, messieurs, l'équipe de recherche de l'INRA nous indique, et je cite in extenso la conclusion des premiers éléments de recherche. J'ouvre les guillemets. La sélection génétique sur la consommation résiduelle chez le canard de Barbarie pour l'amélioration des performances des mulards semble donc possible. Cette sélection ne semble pas influencer des réponses phénotypiques sur le poids ou la qualité du foie, mais certaines réponses inattendues sur la cuisse dans la carcasse et la proportion de magret méritent un examen approfondi. La suite de l'analyse des paramètres génétiques de cette sélection divergente devrait nous permettre de mieux caractériser la réponse à la sélection ainsi que les réponses corrélées sur les autres caractères. Point. Pour terminer, et lorsque j'ai eu l'occasion de dialoguer avec Laurence Drouillet, qui ne peut être aujourd'hui ici, pour Laurence Drouillet, on devrait y voir un peu plus clair dès la fin de 2013. Et il est permis de penser que l'on obtiendra bientôt des lignées de canards de Barbarie qui donneront des canards mulards moins gaspilleurs d'aliments par une baisse de cette consommation résiduelle, ce qui permettra une amélioration globale de l'indice de consommation,
donc une baisse du coût alimentaire pour l'élevage et le gavage, tout en générant des résultats techniques identiques, voire un peu améliorés pour la cuisse et le magret. Voilà le point de cette recherche de l'équipe de l'INRA actuellement. Mais cependant, Johanna Lee, qui est bien au courant de ce type de recherche, peut-être avez-vous des compléments d'information à nous fournir, Johanna? Non, sur cette partie-là, j'ai pas de complément. Donc effectivement, on n'a pas parlé du volet un petit peu génétique. Donc il y a des pistes, c'est pas des questions simples. Non, plus simplement, je voulais juste dire que aussi au niveau expérimental, donc il y a 2 stations qui s'occupent d'expérimentation. Alors là, pas à titre privé, plutôt à titre public, qui sont donc le Palmipôle, la ferme de Loie, et qu'il y a aussi pas mal d'essais qui sont plus pratico-pratiques, on va dire, enfin des choses qui sont plus du ressort du producteur. Et que des travaux doivent avoir lieu dans ces thématiques-là sur justement les indices. Voilà. Merci Johanna, merci Jean. S'il y a, voilà, justement, si vous avez une dernière question, on va... Monsieur, tenez, je vous passe mon micro. Voilà. Voilà, c'est une conclusion sur l'alimentation en vous disant que finalement, eh bien, si tout va bien, on va utiliser un tout petit peu moins. En fait, c'était juste la question. Il y a des grands spécialistes de l'alimentation animale ici, hein, et il me manque une petite base. Là. Vous avez dit que finalement, si on arrivait à réduire la consommation résiduelle du canard mulat, on améliorerait le revenu des éleveurs. Alors, je voudrais savoir quelle est la part du coût alimentaire dans la production de porc, par exemple, et dans la production de poulet, un des deux. Est-ce qu'elle est supérieure ou inférieure à celle du canard? Alors en porc, je ne saurais pas vous dire, en poulet de mémoire, on est autour de 60%. Hubert me dit en porc 70. Il y a quand cette amélioration, monsieur, combien d'années? On nous dit des premiers résultats probants. Vous disiez, madame. Oui. Premiers résultats probants à la fin de l'année 2013. Oui, alors ça ne veut pas dire que ça va être forcément des animaux qui vont être commercialement disponibles. Attention quand même à ça, parce qu'on est quand même sur une partie INRA très fondamentale. Après, c'est à mettre en place pour les différentes lignées qui existent aussi au niveau des sélections. Donc attention quand même à ce volet-là. Là, l'idée de ces projets, c'était déjà de voir la faisabilité, tout ce qui était héritabilité, sans dégrader ce qu'on souhaite conserver chez les animaux. C'est ça la subtilité. Madame Drouillet me disant qu'on commencerait à avoir une petite idée de la direction que l'on peut prendre vers la fin de l'année et plus tard. Oui, c'est normal parce que ce sont des études qui font l'objet d'un projet qui était initialement prévu sur 2010-2012, pour lequel donc on a un an, il y a eu quelques petits soucis. Du coup, ça termine fin 2013. Mais je ne comprends pas quand même votre système. Hein. Par exemple, les Grimaud, c'est pas vous qui allez faire la sélection de chez Grimaud. Non. Alors, Grimaud, il fait ce qu'il veut. Comme les autres, ceux qui peuvent. Non, je ne sais pas si ça marche. Oui, il doit marcher, oui. J'ai quand même eu le temps d'entendre M. Kaplan. Donc effectivement, ce n'est pas l'INRA qui va faire la sélection de chez Grimaud, mais en attendant, l'INRA il est aussi là pour initier et montrer la faisabilité de la chose. Après, c'est souvent le cas, d'ailleurs, quand on fait des travaux comme ça, on les démarre sur des lignées qui sont un petit peu originales, qui ne sont pas des lignées commerciales. C'est plus par rapport à l'originalité. Donc nous, on ne va pas faire clairement mais peut-être qu'on va les inciter à s'engager dans cette voie. Après, c'est eux qui décident. Ça, c'est un premier. Et puis je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Kaplan tout à l'heure, parce qu'il a parlé effectivement d'une sélection sur la consommation résiduelle. Dans la consommation résiduelle, il y a aussi autre chose, il a fort bien dit, c'est tout ce qui est autre chose que la consommation. Mais à l'intérieur, il y a aussi toute l'énergie qui est dépensée pour l'activité physique des animaux. Et à partir du moment où ces barbaries seraient sélectionnés pour une activité physique, pour une consommation résiduelle moindre, on peut imaginer que peut-être ils auront moins d'activité physique, et qui sait si demain ça ne donnera pas des idées par rapport au nervosisme qui est constaté. Voilà, je ne sais pas. Des fois, la recherche nous pose des problèmes.
elle nous surprend, et puis des fois on a des résultats collatéraux qui sont inattendus. C'est pas le but premier de sélectionner des animaux dociles, mais sait-on jamais. Merci. D'autres questions? On fait le tour. Jean Kaplan. De personnes ressources qui sont là justement pour poser la question qu'il faut vraiment poser. Et ne la gardez pas en revenant chez vous. Bah oui, ce serait dommage. Ou alors attendre 2014. Bon, s'il n'y a plus de questions. Oui, mais... bah écoutez... S'il n'y a plus de questions, je voudrais finir par... Oui, Hubert Clavé. On est tous potentiellement des consommateurs, qu'on soit journalistes, nutritionnistes, chercheurs, peu importe. On est tous des consommateurs potentiels. Je crois que le canard, c'est un aliment, ça doit rester pour nous un aliment plaisir. C'est important. Je crois que c'est important, et donc c'est quelque part... Et ça restera, notamment au travers des foires en produits de luxe. Ça, c'est... Il faut le reconnaître, hein, c'est pas du poulet standard, on est d'accord. Donc un produit de luxe, s'il n'avait pas comme un produit standard, c'est clair, il n'a pas les mêmes besoins, il ne coûte pas la même chose. Voilà. Bon, après je voudrais conclure sur une phrase d'un ancien maire de Pomarès, station où on a travaillé pendant 25 ans, un personnage, pour ceux qui l'ont connu, évidemment. Je dirais, il n'était pas très grave, il avait de la verve, il était un peu cubique. Alors je vais me lever pour faire ce qu'il faisait habituellement quand il faisait des discours. Il disait, comme il était un peu enrobé, la meilleure expression du gras en ouvrant sa veste, c'est moi. Bien, merci, merci à vous tous, merci Johan Halit, merci Hubert Clavé, Jean-Laurent Tuzek, merci Richard Poher, Mathieu Lalanne et Monsieur Busquet, merci d'avoir participé à cette table ronde, à ce colloque, et puis merci à vous d'être venus aussi nombreux pour écouter nos spécialistes de nutrition animale. Je voudrais vous dire que demain matin à 10h, il y aura un colloque consacré au label et aux signes officiels de qualité. Ce sera à 10h sur ce même endroit. Je vous remercie. Bonne continuation.
J'ai le même